ou encore autre chose. Bienvenue dans cette émission Grande Tribune. Nous avons deux invités sur ce plateau qui ne sont plus à présenter. Maître Joël Kitenge, cadre UDPS Tshisekedi. Bienvenue à nouveau dans cette émission, Maître Kitenge. Merci Dan de l'invitation. Salutations à M. Alain Bolodjoa qui sera mon co-débatteur en ce moment et à tous ceux qui sont habitués à suivre cette émission également. Merci beaucoup, Maître Kitenge. Monsieur Alain Bolodjoa, bienvenue également dans cette émission. Vous êtes donc le coordonnateur de l'EBAT, Lèvons-nous et Bâtissons, un mouvement politique d'opposition. Bienvenue. Merci en tout cas pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur ainsi que tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. On va donc commencer par les quelques lignes d'actualité. Vous le savez, le front diplomatique est vraiment activé. Plusieurs rencontres, on va dire même 3 rencontres. Insécurité dans l'est de la RDC. À Lusaka, la SADC dénonce les manœuvres du Rwanda contre le déploiement de la force donc, de la SADC. Par ailleurs, elle a demandé également qu'on puisse mettre le matériel de la FFA, Force africaine d'attente, interposé au Cameroun, à la disposition de la Samir RDC. Discours de haine envers une communauté, celle de Tutsi congolais, plus largement des populations parlant de Kinyarwanda et la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda. Telles sont les raisons principales qui justifieraient la présence des forces des RDF en République démocratique du Congo. Voilà, c'est une réflexion de RFI publiée ce matin. Kinshasa s'est donc engagé à présenter un plan de neutralisation des FDLR, groupe Hutu formé à l'origine d'anciens génocidaires rwandais. Salva Kiir et Félix Tshisekedi se sont convenus de renforcer les efforts fournis dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda pour une solution efficace, disent-ils, le président Kiir ayant déjà tenu des discussions avec ses homologues du Rwanda et du Burundi. Il s'apprête à rencontrer Joao Lourenço. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission. Le décor est planté. Comme vous le savez, 3 fronts diplomatiques. C'est lui de Luanda en Angola, c'est lui de Lusaka et très récemment la présence du président sud-soudanais, président en exercice de l'EAC en République démocratique du Congo, qui veulent renouveler les 2 fronts, celui de Nairobi et celui de Luanda. Alors, le communiqué des travaux d'abord de Luanda, il y a un point qui est culminant, un point que tout le mouvement chez nous au Congo. Reconnaissance, oui, mais je considère que c'est une vaste blague. Et le gouvernement doit se ressaisir au plus vite. Au lieu de nous amener dans des débats qu'il ne maîtrise pas, nous risquons encore de replonger l'État dans un cercle infernal de crise politique. Ce qui est décevant, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'aspect historique tel que retracé par notre ami du pouvoir. Apparemment, il maîtrise la question mieux que le membre du gouvernement et surtout M. Félix Tshisekedi. Ce que nous appelons, ce que d'aucuns appellent le FDLR, ont un statut au niveau international. Ils sont venus comme réfugiés politiques. Et ce n'était pas sur notre élément. Ils sont venus... Armés. Non, mais armés, ça c'est un autre élément que vous ajoutez. Ils sont venus comme réfugiés politiques. Notre gouvernement avait refusé au départ de les recevoir justement parce que ce gouvernement avait considéré qu'on ne pouvait pas les accueillir tels qu'ils étaient venus parce qu'ils étaient armés. Les Nations Unies ont insisté sur leur entrée chez nous. Il y a eu l'administration américaine, il y a eu l'administration française. Ils ont fait pression sur le gouvernement et c'est comme ça qu'ils sont entrés chez nous. Le gouvernement avait l'intention de le mettre à plus de 150 km de frontières. Fort malheureusement, le gouvernement n'était pas en mesure de le faire. Et au nom de la solidarité, on nous a obligés de les recevoir. Chez nous, ce que Kagame appelle le FDLR sont là comme des réfugiés. Ils sont là ou ils ne sont pas là? Non, ils sont là. Les FDLR sont là? Non, ce que lui appelle FDLR. Ils sont là comme des réfugiés. Mais il y a une organisation qui est censée gérer ces questions-là. Parce que nous avons donné notre espace. Nous avons donné notre hospitalité. Il ne nous revient pas à gérer les réfugiés, des gens qui ont les statuts des réfugiés,
qui sont entrés ici au nom de la solidarité internationale. Ça a commencé en 1994. 2 ans suffisaient pour le Rwanda qui était désarticulé à nous attaquer. Ils sont arrivés, comme l'a dit notre ami, à neutraliser tous les pays, à gérer pratiquement pendant tous ces temps. Peut-être notre ami ne le sait pas, ils ont eu à massacrer beaucoup de Hutus dans notre pays. C'est en termes de millions. Même chez moi, dans ma résidence à Mbandaka, ils ont eu à tuer beaucoup de gens. Et je crois que mon grand frère, mon défunt grand frère, un cousin donc, a eu à faire un rapport. Ça l'a conduit à la mort. Ils étaient d'ailleurs menacés avec la voix des sans-voix, comment il s'appelle encore, Chebea. Ils ont travaillé ensemble avec lui, ils ont rendu un rapport. Fort malheureusement, ce rapport n'a pas été bien traité au niveau national, mais au niveau international, ils ont pris acte de tout ce qu'ils avaient fait. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, le problème, ces gens que vous dites qu'ils sont là, est-ce qu'ils représentent une menace pour le Rwanda? Alors, mais ça, c'est un autre aspect de la question. Parce que ce qui est vrai, nous devons d'abord établir la responsabilité de la communauté internationale par rapport à la question et par la suite, voir si effectivement il y a une déviation de notre côté. Je considère que l'État congolais est victime de sa bonne foi. Sincèrement, c'est injuste de la part de la communauté internationale de chercher à nous rendre responsables de ce que nous avons refusé en amont. Nous avons refusé. C'est la communauté internationale qui nous a obligés d'accepter leur venue chez nous. Au lieu de prendre en charge la question de la gestion de leur flux, on nous oblige aujourd'hui d'entrer dans cette guerre-là. Et pourtant, le problème concerné le gouvernement rwandais qui est venu en 1994, ce qu'ils appellent les Interamwe et le FDLR, et il y a la communauté internationale et plus précisément la chaire qui est censée gérer ce genre de cas. Et le Conseil de sécurité qui nous avait obligés de les recevoir. Nous les avons reçus au nom de la solidarité. Ils ont été traqués par le Rwanda. Ils ont été assassinés chez nous. Mais nous, en tant que sujet du droit international, membres de la communauté internationale, nous ne pouvions pas abdiquer à notre responsabilité de solidarité. On les a reçus dans le cadre humanitaire. Mais cela a occasionné plus de 8 millions de morts. Juste le fait d'avoir accepté le Rwandais chez nous au nom de la solidarité, il y a eu des enfants congolais, des femmes qui ont été tués, massacrés, violés, juste pour justifier leur présence ici. Et ce qui est surprenant, la communauté internationale se désolidarise de nous. On veut nous rendre responsables de ce que nous avons refusé. Et je pense que c'est... Ça cache quoi? Pourquoi non, mais justement, j'en viens. Parce que le problème, c'est que on doit d'abord circonscrire la situation et par la suite vous dire quelles sont les intentionnalités qui sont cachées. Et donc, nous pensons que le problème dit Interamwe n'est pas notre problème. C'est le problème de la communauté internationale. Alors, donc, d'un côté, l'État congolais est obligé de les sécuriser au nom de la solidarité internationale, et de l'autre côté, l'État congolais est obligé de les rapatrier. La question principale, c'est celle-ci, M. Alain Bolodja. Je ne refuse pas ce que vous dites. Je donne bientôt la parole à M. Joel Kitenge. Est-ce que ces gens-là sont-ils au Congo? S'ils sont au Congo, ils peuvent être au nombre de combien? Non. Et est-ce qu'ils sont armés? Non, le problème, c'est que vous voulez directement attaquer les symptômes. Moi, je vous parle du virus. Parce que le problème, c'est que si nous cherchons à résoudre le problème FDLR sans comprendre le pourquoi sont-ils chez nous, on risque de taper à côté. Voilà pourquoi votre fameux gouvernement a tapé à côté. En faisant quoi? En prenant, par exemple, l'engagement de les neutraliser. Vous allez neutraliser les réfugiés. On va neutraliser les réfugiés. Responsabilisons par contre la communauté internationale. C'est sa question, c'est son dossier. Alors, si vous entrez en profondeur, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Terminé, je vais donner la parole à M. Les centres d'intérêt internationaux voulaient neutraliser le pouvoir de Mobutu. Ils ont cherché à utiliser un groupe de jeunes, Tutsi. Ils ont d'abord commencé à avoir le pouvoir au niveau de l'Ouganda, avec l'appui du Kenya. Ils ont recruté des jeunes dynamiques au niveau du réseau Imatuchi, qui ont été formés au niveau des États-Unis. Parmi ces jeunes, il y a notamment Kagame. Kagame qui était un agent de renseignement de l'armée ougandaise
tout en étant rwandais, a été utilisé justement pour créer les conditions afin de créer un couloir dit humanitaire, de déverser le Hutu qui était au pouvoir chez nous, afin de trouver le prétexte de nous attaquer et de récupérer une partie de notre pays. C'est un plan planifié bien avant. Non, mais bien avant, cher ami. Par les États-Unis d'Amérique. Les intérêts américains sont là. Il y a le juif, Israël est là. Il y a d'autres pays qui ont servi des bras séculiers. À l'époque, au départ, la France n'était pas directement impliquée parce que la France protégeait ses intérêts à partir d'Abiyarimana. C'est-à-dire qu'Abiyarimana était un élément de la sécurisation des intérêts des Français. Lorsque les choses ont évolué, le Rwanda a pris ce qu'ils appellent le génocide comme prétexte pour faire du chantage à la France. La France a mordi à l'hameçon. Aujourd'hui, nous sommes seuls au nom de la solidarité. Je condamne l'attitude de ces fameux gouvernements qui traitent cette question avec légèreté. Et je pense que nous devons plutôt marteler sur la responsabilité de la communauté internationale et sur le côté humanitaire de notre démarche. Merci beaucoup, Monsieur Alain Bolodja. Maître Kitenge, est-ce que vous avez l'impression également, comme l'a dit votre co-débatteur en face, que le gouvernement traite cette question avec légèreté, déjà en partant, en ayant un double discours? Vous devez comprendre que ce ne sont pas ces pays-là qui ont cette politique-là. Donc, en tout cas, moi, je ne suis pas encore convaincu de ça parce que nous sommes engagés ensemble pour lutter contre ça. Ces pays auxquels vous faites allusion sont eux aussi menacés par une instabilité, si vous ne le savez pas. Et cette instabilité peut aussi partir de chez nous. Donc vous voyez, ce problème est devenu complexe. Il ne faut pas simplement le voir avec un seul œil en se disant oui, mais ce sont les étrangers qui viennent nous déranger. Dites-vous bien qu'il y a aussi des étrangers chez nous qui se préparent à déranger aussi ces voisins-là. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés, eux et nous, de nous donner la main. Et c'est là qu'on va voir si vraiment, comme vous semblez le soupçonner ou le dire, il y a implicité. Mais je ne crois pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment... Joël Kitenge, je reste sur cette interview. Le journaliste pose la question à M. Kagame. Il y a des rapports des Nations Unies qui démontrent que vous êtes au Congo. Il y a même les chefs d'État de plusieurs des grandes puissances qui vous ont demandé de quitter le Congo. Kagame ne répond pas à la question. Il dit au Congo, il y a le discours de haine envers une communauté, celle des Tutsis congolais, plus largement des populations parlant Kinyarwanda et la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda. Pour lui, il y a deux raisons. Il y a le discours de haine et il y a les fameux FDLR. Est-ce qu'il y a un discours de haine exactement contre cette communauté dite Tutsi au Congo? Bon, heureusement, vous insistez sur le concept communauté. C'est ça qu'il dit. Vous ne parlez pas des tribus. Heureusement, c'est déjà un bon départ. Mais je voudrais vous dire le maladresse de ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'apparemment, notre ami a tenté de dédouaner leur gouvernement. Mais je tiens à vous dire que dans le rapport, le communiqué final sanctionnant l'affaire des assises de Nairobi, vous avez reconnu effectivement que vous ne devez pas soutenir les FDLR. Si vous lisez même le communiqué final de Luanda, c'est la même chose. Vous savez que quand vous allez négocier au nom de l'État, vous semblez ne pas prendre le soin de lire ce que vous signez. Monsieur Félix Tshisekedi a posé sa signature sur deux documents où on nous incriminait, le fait d'avoir soutenu les FDLR. Réalisez le document que vous-même vous avez signé. Et aujourd'hui, votre fameux gouvernement se permet de dire à la communauté internationale qu'il va mettre en place un plan de neutralisation des FDLR. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vous amener dans un guet-apens. Ils vous ont amené dans un guet-apens. Ils vous font avouer des choses qu'en réalité, vous ne devez pas les dire. Pourquoi mettre en place un plan de neutralisation? Il suffisait seulement de brandir les statuts des réfugiés et puis la communauté internationale allait prendre en charge cette question. Pourquoi avoir pris cette posture? Parce que justement, vous n'avez pas compris que l'idée de Kagame, c'était justement de vous amener à avouer que vous avez utilisé maladroitement
le FDLR contre le Rwanda. Tenez, lorsque M. Félix Tshisekedi promettait de faire la guerre contre le Rwanda, de renverser les régimes du Rwanda et d'imposer la démocratie, vous ne savez pas que cet audio, cette vidéo a été exploitée au niveau des services et aujourd'hui, c'est ce que le Rwanda brandit comme preuve. Comme preuve, pourquoi? Mais justement parce que vous voulez renverser son pouvoir. Pour attaquer le Congo? Non, mais vous voulez renverser son pouvoir en utilisant ses opposants. Voilà. C'est-à-dire qu'il suffisait seulement de tourner votre langue, cette fois, pour nous empêcher d'entrer dans ça. C'est une maladresse. Non, mais grave. Très grave. Mais c'est la vérité. Non, mais la vérité, nous sommes en politique. Et nous sommes en diplomatie. La vérité, ça veut dire quoi? Mais tout le monde sait que Kagame, c'est lui qui est en train de tuer nos populations. Non, mais attention, c'est ce que nous disons. Mais aucun document signé par M. Félix Tshisekedi ne l'a dit. Il a signé deux accords, il a signé deux communiqués finaux sanctionnant la fin des assises, que ce soit au niveau des EAC, qu'au niveau de la SADC et de l'Union africaine. Ils n'ont jamais mentionné cela. Mais pour nous, on a mentionné. On nous demande de ne pas soutenir les FDLR. Nous aussi, on demande que l'armée rwandaise quitte le territoire. Non, mais vous avez demandé ça où? Mais c'est parmi les points de divergence. Non, mais le point de divergence, c'est ce que vous dites à la télé. Mais le document que votre gouvernement a signé n'a jamais responsabilité le Rwanda par rapport à la question de M23. Aucun document, je défie quiconque. Aucun. On demande aux pays voisins de ne pas soutenir le M23. Mais on n'a pas dit clairement que le Rwanda était responsable de ce qui nous arrive. Et déjà d'ailleurs, vous considérez le M23 comme des rebelles. Alors qu'en réalité, on devait le considérer comme un groupe terroriste. Et je crois que c'était ça, les résolutions prises après l'accord d'Addis Abeba. Ils ont eu le statut de terroristes. On devait maintenir cette position jusqu'à la fin. On a vacillé dans nos positions. À un certain moment, on le considère comme des terroristes. À un autre moment, on le considère comme de groupes armés simples ou sinon des rebelles. Cela fait que notre discours est ambigu au niveau international. Alors que le discours de Kagame est en train de prendre plutôt de l'ampleur. Lequel le discours? Parce qu'aujourd'hui, on nous impose à nous de neutraliser les FDLR. C'est-à-dire qu'on sait que nous avons utilisé les FDLR, et fort malheureusement, avec beaucoup de maladresse, M. Félix Tshisekedi a y à le dire. Et aujourd'hui, c'est ce que votre gouvernement est en train de dire. C'est-à-dire que le gouvernement vient de valider l'approche de Kagame. En prenant cette fameuse décision, vous validez. Non, mais les travaux préparatoires sur base de l'accord. Qui prépare la rencontre de Tshisekedi et de Kagame. C'est-à-dire que non, mais cher ami. La rencontre finale, certainement, ça sera non, mais cher ami. Tshisekedi non, et Kagame. Attendez. Mais la question... L'option de ne plus soutenir les FDLR est déjà dans les deux communiqués précités. Ici, il s'agit du plan opérationnel. Comment y arriver? Attention, nous sommes ici dans la programmation. La décision a déjà été prise. Félix Tshisekedi et son gouvernement ont reconnu avoir eu l'intention d'utiliser les FDLR. Maintenant, on leur demande de proposer un plan opérationnel. Ce qui veut dire que vous avez validé l'approche de Kagame. Et je trouve ça très maladroit. Alors, c'est vrai que c'est une réalité dramatique. Il y a possibilité d'y mettre fin. Moi, je pense que si nous voulons user de notre intelligence... Comment régler cette question? Non, mais la grande question, pour régler cette question, il faut d'abord avoir un commandant en chef aguerri, des gens qui sont sérieux, pétris de valeurs, et qui ont une connaissance approfondie de la question. Et ça va résoudre beaucoup de problèmes. Parce que je ne pense pas qu'en allant de sommet en sommet, de rencontre en rencontre avec Kagame, on va résoudre le problème. Parce qu'il y a des intérêts croisés par rapport à la question sécuritaire dans la partie Est. Si nous n'arrivons pas à cerner tous les intervenants et leurs intentions, on risque de négocier avec Kagame et demain, il y aura un autre problème avec Museveni. Parce qu'apparemment, on veut dissocier les deux. Ce que je vous dis, je crois que tous les conscients de notre pays le savent, nous sommes victimes de la vision Imatuchi, qui n'est pas seulement portée par le Rwanda, qui est portée par l'essentiel des membres des États membres de EAC.
À cette question, on semble négligée, mais je tiens à vous dire, on ne pouvait pas prendre Bunagana sans l'aide opérationnelle technique de l'Ouganda. Attention. Qu'est-ce que vous, parce que vous êtes en train de critiquer le gouvernement, vous dites que le gouvernement il prend la question à la légère, le gouvernement est en train d'être mené en bateau par le Rwanda. Ou sinon le gouvernement est complice. Non. Ah mais oui. On peut pas le dire ça quand même. Non mais moi je peux le dire. Ou sinon le gouvernement est complice, ils sont dans ces complots. Parce que quand vous prenez les attitudes assez ambiguës, que ce soit de M. Félix Tshisekedi et de ces fameux gouvernements, mais je suggère que nous ayons un gouvernement sérieux, un président sérieux, capable de bien orienter, capable de bien... Non, mais vous l'appelez chef de l'État, mais je dis, il faut que nous ayons un président sérieux, un gouvernement sérieux, afin de donner de bonnes orientations. Parce que nous étions victimes hier. Apparemment, aujourd'hui, on veut nous présenter comme de bourreaux. Et on vous dit, non, voilà, il y aurait un message, un discours de haine contre une communauté. Merci. Non, s'il vous plaît, vous lui avez accordé beaucoup de temps. Vous êtes presque à la fin. Bah, ok. On vous dit en nous acharnant contre une tribu, apparemment, il veut utiliser le même discours que Poutine. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au Congo, qui sont traqués, justement parce qu'ils appartiendraient à la race Tutsi, ils sont traqués. Mais je peux vous certifier, pendant 4 ans, M. Félix Tshisekedi a géré, dans son gouvernement, il n'y avait aucun ministre de l'Équateur. Équateur en tant que province, aucun. Mais je n'ai jamais vu un gouvernement de M. Félix Tshisekedi sans un... Bon, comment on les appelle? Sans un Banyamulenge. Vous comprenez? C'est-à-dire que notre pays a fourni beaucoup d'efforts, bien que personnellement, je sais que ces discours a pris de l'ampleur à cause de maladresse de M. Félix Tshisekedi. Il a dit ouvertement que non, Banyamulenge ba bande onabiso. Mais si on demandait à M. Félix Tshisekedi d'identifier les Banyamulenge sur le plan historique, avant 1960, il n'arrivera pas à le faire. C'est-à-dire qu'il est emporté, et moi je considère pour ma part, que ce soit M. Félix Tshisekedi, que ce soit son gouvernement, ils sont dans la vision Imatuchi, ils sont en train de chercher à fragiliser notre gouvernement, notre État, notre armée, justement pour permettre aux ennemis de la République qui sont liés à lui dans leur réseau. Vous êtes Congolais, vous êtes Congolais, vous pouvez... Non mais être Congolais ne m'interdit pas de dire la vérité. Soutenir votre voisin. Donc c'est pour ça que j'ai, dès mon accession aux affaires de l'État, entamé cette tournée régionale, ou ces tournées régionales, parce que j'en ai fait plusieurs, c'est dans le but d'établir une coopération entre ces pays et nous, pour évidemment unir nos efforts, nos intelligences, nos capacités, afin d'éradiquer tout cela. Parce qu'il y a à la fois des groupes armés locaux au Congo, mais aussi étrangers, qui menacent la sécurité de ces pays. Et donc, nous devons travailler de concert pour éradiquer tout cela. Donc Paul Kagame est un partenaire fiable à vos yeux? Ah oui, absolument, et nécessaire. Paul Kagame, Yoweri Museveni... Vous le voyez comment? Taille, compétence, mission, votre préférence? Bon, je n'ai même pas de préférence parce que je ne fais confiance ni à Félix Tshisekedi ni à ceux qui sont autour de lui. Et je pense que nous devons nous ressaisir, chers concitoyens. Vous venez de suivre des déclarations graves, je dirais même gravissimes de notre ami. Il vous dit avec autant de légèreté qu'il y a beaucoup de Rwandais qui ont été nommés par M. Félix et quand même que lui, de son côté, il le condamne. Naturalisé congolais, comme il l'a dit. Non, ils sont naturalisés congolais, certainement qu'ils ont des jugements supplétifs. Ils ont un jugement qui leur accorde la nationalité. Il y a un décret, parce que ça ne doit pas se faire de bouche à l'oreille. Déjà, ils confondaient l'origine des Téni et les autres, alors qu'ils avaient la possibilité, il suffisait seulement de lire les CV et de demander l'origine de ceux qui devaient être nommés. C'est après, 4 ans après, qu'ils se sont rendus compte que toute la province de l'Équateur n'était pas représentée. Je tiens à vous rappeler, tous les généraux ressortissants de l'Équateur ont été chassés de l'armée. Allez vous renseigner. On n'en avait que 2. Non, c'est à l'époque de Kabila. Non, Félix Tshisekedi.
De qui est qui? Non, ben, le général Ondekane. Il a été envoyé en retraite à l'âge de 58 ans. Allez vous renseigner, la province de l'Équateur n'a pas de généraux. Et l'autre? Vous comprenez? C'est-à-dire que... Non, il n'y a aucun général... Non, mais renseignez-vous. Vous ne l'interrompez pas, Ondekane a sollicité lui-même Bon, ça c'est ce que vous dites. Vérifiez cette Non, mais c'est ce que vous dites. A sollicité Non, mais c'est ce que vous dites. Alors que la Constitution Constitution exige assez que quand vous faites de mise en place dans l'armée, tenez compte de la représentativité de province. Citez-moi un général ressortissant de l'Équateur, province de l'Équateur. Parce que vous êtes dans la confusion, vous risquez de considérer un monsieur de la Chapa comme un monsieur de l'Équateur. Et donc, allez vérifier. Il a sollicité. Non, mais il était le dernier général. Apparemment, vous ne vous intéressez pas. Peut-être si vous allez compter le général Ingende, peut-être. Donc pour vous, déjà, ce mandat est déjà... Non, mais le mandat, ils ont déjà mal commencé. Le fait seulement qu'ils ont accédé au pouvoir par des voies scabreuses. Le fait seulement qu'ils sont aliénés aux intérêts des étrangers. Le fait seulement que l'essentiel de ceux qui veulent avoir le pouvoir ne cherchent qu'à avoir une taille financière. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de programme. Le fait seulement que l'essentiel de ceux qui vont travailler ont déjà eu à travailler et ils ont échoué lamentablement. Toutes choses étant égales par ailleurs, on aura le même résultat. Parce qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Il n'y a rien de nouveau. Ils n'ont pas innové. Mais l'épineuse question, c'est la question sécuritaire. Ils commencent déjà mal là. Ils commencent mal. Ils sont en train de servir la cause du Rwanda contre nous. Non, c'est quand même très fort ce que vous dites. Non, mais je vous dis, ce sont des vérités crues, mais qui font mal, mais qui guérissent. Ils sont en train de valider la version du Rwanda. Ce n'est pas un fait anodin. C'est une stratégie. Tout ce que vous voyez là, que ce soit M. Félix Tshisekedi et tous les autres, ils sont dans cette vision. Je vais vous le démontrer. Pourquoi M. Félix Tshisekedi a-t-il accepté de parlementer encore avec Kagame? Parce que Jésus n'est pas encore revenu. Qu'est-ce qui a changé? Parce que justement, Félix Tshisekedi et Kagame sont dans le même réseau. Non, ça c'était un discours de campagne, on ne va pas mélanger les deux. Non, mais la gouvernance, c'est la campagne. Le chef a dit... Non, il était qui? Il était en campagne, il était en campagne. Non, mais il était qui? Non, vous me posez des questions déjà. Ah, mais voilà. Alors, quand même qu'il était en campagne, il a dit des choses en tant que président de la République. Ce n'est pas le candidat qui a déclaré la guerre. Ce n'est pas le candidat qui a refusé de parler d'ailleurs. C'était avant. C'était avant la campagne. Quand il disait qu'il ne va plus rencontrer Kagame et tout. C'était bien avant. C'était bien avant. Soyez très prudent. Et donc, vous allez vous rendre compte que M. Félix et M. Kagame ont le même parrain. Il a posé des préalables. Ça, c'est au niveau interne. Kagame. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau international, M. Félix n'a apporté aucune note. Même quand on vous dit, non, voilà, le gouvernement, lors d'un point de presse, aurait dit que le M23 sont des terroristes. Moi, je vous brandis deux documents. Lesquels? Le communiqué final de Nairobi et le communiqué final de Luanda. Si vous pouvez me brandir ne fût-ce qu'une phrase où on qualifie le M23 comme un groupe terroriste, ne fût-ce qu'une phrase, il n'y en a pas. Je suis là, montrez-moi, ne fût-ce qu'une phrase, bon, pas une phrase, un mot, où on considère le M23 comme terroriste. Il n'y en a pas. Ils font des incantations ici, mais en international, ce n'est pas ce qu'ils disent. Mais il y a un aspect important que vous ne citez pas, la présence de l'armée rwandaise. Le gouvernement tient mordicus à ce que l'armée rwandaise quitte le Congo pour entamer des négociations avec... Pour que le chef de l'État congolais et le chef de l'État rwandais se rencontrent. Oui. C'est parmi les points de divergence qu'il y a eu. Le point de divergence, peut-être Kagame ne le sait pas. Kagame impose aussi à M. Félix de retirer. Non, mais effectivement, Kagame impose aussi à M. Félix de retirer ses propos du genre le menaçant de renverser son pouvoir et de faire la guerre contre le Rwanda. Mais Félix, il a déjà fait, il a déjà retiré. Il ne va plus faire la guerre contre le Rwanda parce que c'est son frère. Donc, vous comprenez que, tel que nous sommes là, nous sommes représentés par des gens qui sont en complicité avec les ennemis de la République. Pourquoi M. Félix a-t-il accepté d'aller en pourparler avec le Rwanda? Parce que justement, ça faisait partie du plan. On voulait nous endormir en interne et leur permettre de gagner du terrain. M. Félix était au Qatar. Il a négocié avec le Qatari justement pour essayer de réconcilier le point de vue du Rwanda et le point de vue de la RDC. Ils sont tombés d'accord pour qu'il y ait ces dialogues. Et tout ce que vous voyez là, ce ne sont que des facilitateurs. Parce que je tiens à vous rappeler
l'essentiel des investissements effectués au Rwanda viennent du Qatar. Rwandair, 49% appartient au Qatar. L'aéroport international du Rwanda, 60% appartient au Qatar. Le Qatar, entre 2021 et 2023, a investi 3,9 milliards de dollars au Rwanda. C'est-à-dire que ceux qui portent l'économie du Rwanda, c'est le Qatar, c'est les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Merci. Donc vous comprenez que M. Félix Tshisekedi, ayant le même parrain que le Rwanda, je ne lui fais pas confiance. Voilà pourquoi j'ai dit, pour trouver solution à ces problèmes, il doit partir. Dès lors qu'il sera là, on sera trahi parce que je ne comprendrai jamais. Des accusations graves. Ce que vous non, mais ce que je dis, il essaie. Je ne comprendrai jamais qu'un gouvernement qui n'a jamais reconnu officiellement la présence de FDLR chez nous ou les avoir utilisés peut signer un tel document. Merci beaucoup, M. Alain Bolodja. C'est très grave. On termine avec M. Kitenge. 6 minutes aussi sur voilà. C'est un broglio. Comment s'en sortir finalement? Est-ce que la RDC est sur la bonne voie? J'ai tout compris de la question. Je commence par lui dire une phrase.